On attaque. Donc on va commencer la deuxième et dernière table ronde de cette journée. Table ronde intitulée « Quel projet face aux fragilités ?» Donc on a 3 propositions, 3 architectes et chercheurs pour réfléchir à ces projets face aux fragilités. Et vous allez voir que ces 3 interprétations aussi de ce qui fait la fragilité ou vulnérabilité des territoires ou des milieux habités, que ce soit des fragilités environnementales, sociales et aussi la fragilité même de la pratique architecturale et de ses modèles économiques et politiques. Alors, je vais rapidement donner la parole à tout le monde pour se présenter, pour que ce soit plus convivial pour le débat ensuite. Bonjour tout le monde, moi c'est Justine Glesner, je suis architecte urbaniste et doctorante de la faculté d'architecture de Liège en Belgique. Pierre Bouilleul, je suis doctorant au GERFO et à l'Université libre de Bruxelles chez Sacha, et je suis en CIFRE à l'agence Nicolas Michelin et Associés. Simon Galland, je suis architecte au sein du collectif Saga à Nantes. Pareil, Camille Sablé à Nantes, architecte dans le collectif Saga. Merci à tout le monde. Et donc on vous donne tout de suite la parole pour une intervention intitulée « Déceler pour mieux considérer ». Décélérer pour mieux considérer. C'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, alors merci de l'invitation. On a assez peu l'habitude de parler dans ce type d'événement. On est assez heureux de partager avec vous nos projets. Donc effectivement, on est un collectif d'architectes basé à Nantes, créé en 2015, juste à la sortie de l'école. Et on exerce depuis 2015 sous la forme associative. Et depuis cette année, on a ajouté une nouvelle corde à notre arc, un nouvel outil dans la boîte à outils, qui est celle d'une agence d'architecture, donc inscrite à l'ordre. Donc par ce colloque, la question qui nous est posée est celle donc de comment prendre soin dans le lot de bonnes nouvelles quotidiennes telles que la chute de la biodiversité, le mal logement, l'exclusion des populations en situation de migration. Comment prendre soin de l'architecture et comment prendre soin par l'architecture, c'est la question qui nous est posée en tant qu'architecte. Et dans le texte de présentation du colloque, il y a quelques indices qui commencent à y être donnés sur la question d'une posture. Donc, comment prendre soin, il indique un sursaut dans nos manières de se tenir au monde, des manières plus attentionnées et solidaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer cette présentation par des mots de Marielle Massé, dont je vais lire quelques extraits, qui est que donc, considérer en effet, c'est regarder attentivement, avoir des égards, faire attention, tenir compte, ménager avant d'agir et pour agir. Ça c'est important, le pour agir. Il désigne cette disposition où se conjugue le regard, donc l'examen par les yeux et par la pensée, et l'égard, le scrupule, l'accueil sérieux de ce que l'on doit faire et fort pour garder sous les yeux. Donc en effet, nous avons emprunté ce mot de considérer à Marielle Massé pour l'intituler de notre présentation, donc décélérer pour mieux considérer, parce que considérer qu'on requiert selon nous une notion essentielle qui est celle de notre rapport au temps, où parfois l'urgence est celle de ralentir. Mais donc comment agir en prenant son temps dans un monde où tout va trop vite, où il n'est plus laissé le temps de regarder, de considérer, de discuter, de débattre et de prendre conscience des actions que nous sommes en train de mener. Et donc en fait, cela fait partie de nos questionnements qui nous animent dans notre pratique. Quel est notre rapport au temps, quel sera notre rapport à une notion de productivité, d'accélération, donc qui est l'essence même de la pensée capitaliste, à cette augmentation perpétuelle des profits. Doit-on vraiment construire plus vite et moins cher et même mieux, comme certains le voudraient? Une seconde question qui nous anime est celle de où agir, comment considérer des espaces qui aujourd'hui ne sont plus considérés ou que nous considérons plus considérés ou abandonnés par les acteurs de la ville, qui sont donc les architectes, les urbanistes, les politiques et même les banquiers. Ce questionnement est ici illustré par le travail du photographe Daylin Paul, qui s'intitule Broken Land, qui nous montre un quartier informel se créant de manière spontanée autour de lieux de production, offrant du travail, en l'occurrence ici une centrale nucléaire. Et donc pour nous, ces lieux à considérer sont les bidonvilles, les squats, les camps, l'habitat insalubre. Et donc afin de tenter une réponse à ces deux questionnements, on a choisi de vous montrer ici quelques exemples de notre travail, qui sont vraiment des travaux de terrain, sur lesquels nous sommes engagés depuis assez longtemps, depuis plusieurs années pour certains, même pour tous, ceux qu'on vous présente aujourd'hui, et qui expriment notre pratique qui est en fait à la fois un peu décalée entre celle de l'agence d'architecture, et qui est un peu hybride entre de l'architecture, entre de la construction et aussi un rapport à l'émergence de la commande, donc qui est cette pratique hybride entre association et agence d'architecture. Et pour commencer cette présentation, on va commencer par un court extrait d'un documentaire que nous avons tourné en 2018 en Afrique du Sud afin d'introduire le projet suivant. Oups. Pardon, j'avais révisé pourtant.
When all the community leaders got together and discussed the issues of poverty around informal settlements and the housing issues, it was a time when we were preparing for the 1994 elections. And Joe Slovo was the leader that was in the South African Communist Party. I'm very happy that at least in my presence in life I made that many people, around 4,000 people, have got houses and they are due to get their security of tenure, like the title deeds, and also that the open spaces that are on our plan, the most vulnerable community members who are dealing with small businesses and churches, they can be able to get sites to operate. So politicians need our support in terms of changing policies that can accommodate the poor of the poorest. How people can be engaged, people's participation into their development is partnering with the government so that they can share their ideas. Community members are not always poor. They are poor, but they are like architects of their own lives because they know when they wake up in the morning what to do. Donc voilà un petit extrait de ce film. Juste pour revenir sur ce film, donc l'histoire en fait de notre association avec Joe Slovo, donc ce quartier que vous avez vu brièvement, elle commence en 2015 lorsqu'on débarque un peu par opportunité dans ce quartier de la ville de Port-Elizabeth. Donc on arrive dans un lieu qui nous est presque inconnu, même carrément étranger, et on a un projet quand même derrière qui est de construire une halle, mais dès le départ on part du principe qu'il faut vraiment qu'on se laisse le temps nécessaire pour appréhender le contexte dans lequel on s'inscrit. En fait pour nous cette attention au contexte elle est centrale, contexte qui soit physique ou humain, et elle est primordiale pour construire par la suite un projet qui est cohérent avec son territoire d'ancrage. Tu peux passer à la suite. Et du coup, ce temps de la découverte, ça passe par plein de petites choses. Il y a un travail de cartographie, beaucoup de visites chez les habitants, de prendre le temps de passer du temps avec des habitants, de rentrer chez eux, de s'immiscer un peu dans leur vie d'une certaine manière pour mieux comprendre leur quotidien, des interviews, des déambulations. Ce travail de découverte, il ne s'arrête pas avec le chantier, au contraire, le chantier est vu un peu comme un moment ouvert, c'est un moment privilégié de rencontre et d'échange avec les membres de la communauté. Et on profite en fait du chantier pour organiser des événements festifs, comme on voit il y a une projection en haut à droite, qui permettent de rassembler et de mettre en débat encore ce qui a été trouvé jusque-là, parce que aussi on met un point d'honneur à mettre en partage tout ce qu'on a partagé avec nous, de le repartager avec la communauté. Donc on a aussi organisé des journées de restitution sur site où on présente tous ces portraits d'habitants, etc. Et en fait, tout ce travail, on l'a nourri pendant à peu près 3 ans.
Entre-temps, on a aussi construit 2 bâtiments. Et en 3 ans, en fait, le quartier a énormément changé, parce que Joslovo, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un quartier très récent, où affluent chaque année des milliers de personnes, et qui se construit depuis 1994 un peu sur lui-même. Du coup, il continue à se transformer à mesure qu'on travaille dedans, et à un moment, on se dit, il faut absolument qu'on fige une image du Joslovo de 2018 dans son mouvement, et d'où l'idée de ce film, où en fait on a décidé d'inviter un ami qui était réalisateur et recadrer en gros le quartier pour remettre en marche toutes ces rencontres qu'on avait eues, remettre en histoire ces parcours individuels et ensuite les mettre en partage avec un public plus large au travers de ce film. Et en fait, ce qu'on en a tiré aussi de ce film, c'est une manière de questionner cet urbanisme qu'on voit sur la photo, un urbanisme qui est quand même fait largement par le haut, à coup de 9000 maisons construites qui sont toujours la même, qui sont construites à la va-vite, avec assez peu de considération pour ce qui préexiste, que ce soit l'humain ou le sol. Alors bien sûr, ces maisons sont nécessaires pour répondre à un besoin qui est extrêmement urgent du mal-logement, qui est un vrai problème en Afrique du Sud, mais également en France, évidemment. Mais pour nous, en fait, ce programme, il semble oublier un aspect essentiel dans la construction de la ville, qui est celui du commun, des espaces du collectif, de la communauté. Et donc, à travers nos projets, c'est ce qu'on a essayé de développer, en fait, de se mettre à côté de ce programme, et finalement peut-être de l'adoucir un peu en prenant possession d'espaces délaissés pour proposer des à côté, des abris qui permettent à ce commun de se développer. Ce qui nous amène du coup à la deuxième expérience qu'on voulait partager. Donc ça, c'est dans un quartier qui s'appelle Walmer, qui est un quartier assez similaire à Joslovo, mais qui est un peu plus près du centre-ville. En fait, ce qu'on trouvait intéressant dans ce projet, c'est plutôt de vous expliquer le processus qui nous a amené à le construire. Donc en fait, après notre expérience à Joslovo, tu peux passer à la suivante, on s'est dit qu'il serait intéressant, enfin, ayant observé ces maisons, enfin ce logement social qui est si particulier en Afrique du Sud, on se disait qu'il était intéressant de travailler à accompagner en fait toutes les petites activités économiques qui se montent dans le quartier, qui sont souvent sur la parcelle individuelle, en extension de la maison, et qui font que le quartier vit. Du coup, on monte un projet en France autour à la fois de l'amélioration de l'habitat social et le développement de ces activités économiques, avec l'idée de fédérer un réseau d'habitants producteurs et de mettre en place une sorte de coopérative qui viendrait rendre leur travail plus visible à l'échelle de la ville. Donc ce projet, on l'écrit, on trouve des financements pour commencer la démarche. On arrive donc dans un nouveau quartier, encore une fois, donc on commence par une phase d'étude où on sillonne le quartier pendant quelques semaines pour mieux cerner un peu ce qui se joue en termes d'habitat et d'activité. Donc on va à la rencontre d'une trentaine de foyers, un peu au hasard de nos déambulations, mais à chaque fois avec l'idée de trouver des personnes qui habitent et développent une activité sur la même parcelle. À chaque fois, bon, voilà, on a un portrait de vie, un relevé de ce qui se passe sur la parcelle, et puis un travail photographique pour un peu mettre en image tout ça. Et il se trouve que durant cette exploration, on fait la rencontre de ce monsieur qui s'appelle Glolani Siwa, qui est un habitant du quartier et fondateur d'une association qui s'occupe d'un jardin communautaire en plein cœur du quartier. En discutant avec lui, en fait, on décide progressivement de faire évoluer le projet. Étant donné qu'on était à l'initiative de la commande, en fait, on peut se permettre de réécrire le projet en plein milieu. Et avec lui, on construit un nouveau projet avec l'idée de faire une coopérative maraîchère qui aurait comme base ce jardin qu'on voit derrière là, et qui essaimerait dans le quartier progressivement à travers des actions de formation qui menaient déjà et la création de jardins satellites. Du coup, nous, notre travail d'architecte, une fois que ça est posé, c'est de créer en fait l'abri nécessaire à ce travail, d'ancrer cette initiative sur le terrain par la construction d'un ensemble de différents bâtiments outils. Et ce revirement dans le programme, dans l'écriture du projet, nous a paru extrêmement cohérent à l'époque, puisqu'en fait il s'ancre sur une initiative collective qui est existante et qui est déjà ancrée et légitime dans le territoire.
Du coup, bon, après, notre rôle d'architecte, c'est quand même de dessiner et de construire un bâtiment, enfin des bâtiments en l'occurrence, trouver les solutions techniques pour faire avec le budget restreint qui s'offre à nous. Cela passe par de la recherche de partenaires sur place, la récupération d'objets, le détournement d'objets de la benne, etc. En fait, le travail en amont du dessin, c'est de mobiliser un réseau très large, à la fois de partenaires financiers, de partenaires matériels, d'industriels, de bénévoles et d'habitants aussi qui participent au projet. Donc finalement, on construit 3 bâtiments, respectivement de gauche à droite, enfin bref, un magasin-restaurant, donc c'est celui-là, ouais. Qui permet de transformer et vendre les produits sur place, une serre et une halle de formation qui permet de cultiver des jeunes pousses et d'accueillir les formations, et des toilettes, mais on ne les a pas montrées. En fait, finalement, ce projet, ça a été surtout de construire un grand espace capable qui accueille aujourd'hui plein d'usages. Tu peux mettre là. Ça, c'est des photos qu'on a eues il y a 1 mois ou 2, et qui montrent qu'en fait, à la base, on avait fait un espace de formation qui est aujourd'hui utilisé aussi pour des mariages. La mairie se réunit 1 fois par mois dans le bâtiment, et il y a des cérémonies de remise des diplômes de la crèche d'à côté. Enfin, tout ça pour dire finalement que ça nous a conforté dans notre choix à un moment de revirer le projet, parce que finalement ce qui est le plus important peut-être dans ce cadre-là évidemment, c'est de construire ces espaces du commun et qui aujourd'hui montrent toute leur utilité. Et voilà, je vais laisser la parole à Camille. Un autre projet dans un contexte tout à fait différent, là on est à Nantes, dans ce lieu qu'on appelle la Maison DB, qui est un lieu squatté par des personnes à la rue, en situation de migration pour la plupart. Et en fait nous on est arrivé sur ce lieu par hasard, il y a quelques années, par d'abord un engagement personnel, la volonté de s'inscrire dans un réseau d'associations nantaises venant en aide à des personnes à la rue ou en situation d'exil. À Nantes, en fait, on a un réseau d'associations assez structuré autour de la réquisition de bâtiments vides ou en soutien à des personnes exilées ou à la rue, et également même des regroupements un peu uniques syndicaux militants autour de la question du sans-abrisme. Et donc en fait, nous on a voulu un peu s'inscrire dedans, mais d'abord par pur intérêt personnel et par juste volonté d'agir chacun à son endroit. Mais ensuite vient la réflexion de comment agir en tant qu'architecte, nous, dans ce contexte-là, n'étant pas compétents sur la problématique de la santé, des demandes de papier ou le suivi juridique. Donc on se retrouve à faire des réparations et à cette occasion se rendre dans divers lieux réquisitionnés ou squattés ou occupés. Ici par exemple, on est en 2018 à Nantes, en plein centre-ville, ça a été l'occupation du square d'Avier, avec un camp éphémère mis en place pour près de 800 habitants, qui s'est mis en place spontanément pour 800 habitants. Un moment assez marquant politiquement pour même l'image de Nantes et cette ville si accueillante qui a été chère à Jean-Marc Ayrault. C'est aussi la mise en place de choses assez simples, de toilettes extérieures dans un gymnase Jeanne Bernard qui est occupé pendant très longtemps, pendant de longs mois, qui a accueilli dans des conditions totalement insalubres jusqu'à 300 personnes, ou des réparations comme celle-ci, un peu urgente d'un plancher. Mais pour en revenir, une fois qu'on est un petit peu inscrit dans ce contexte-là, il y a toujours ce lieu, la Maison DB, qu'on vous a présenté tout à l'heure en première photo, qui est une maison qui accueille entre 60 et 80 personnes de 8 nationalités différentes. Donc c'est un lieu squatté depuis 5 ans, dans lequel chaque vendredi on se rend depuis 3 ans. Donc c'est une maison qui comporte 4 étages, 8 appartements, qui appartenaient avant à un marchand de sommeil. Et elle a un statut un peu paradoxal, un peu particulier, puisqu'en fait, bien que squattée, elle est au cœur d'un quartier en pleine gentrification. Et pour ceux qui connaissent Nantes, même sur le parcours de la ligne verte du voyage à Nantes, un lieu relativement sûr où en fait il n'y a aucune menace d'expulsion qui me plane sur lui. Donc en fait, il reste plus que 2 minutes. Waouh. Donc au fil de nos réparations, en fait, naît cette idée un peu folle de se dire peut-être qu'on peut en faire une maison d'accueil pour tous. Et on peut peut-être le réhabiliter bien que ce bâtiment ne nous appartienne pas. Et donc la méthode est la même que celle qu'a présentée Simon en Afrique du Sud. Je vais peut-être pas revenir dessus, mais ça passe par du relevé avec beaucoup d'étudiants motivés, etc.
pour comprendre, et pour nous ces relevés ont beaucoup d'utilité. C'est à la fois un diagnostic du bâtiment, c'est aussi une manière de nous approprier un lieu qu'on ne connaît pas, c'est une manière de se faire connaître, et c'est une manière de comprendre aussi quel est le fonctionnement d'un lieu qui est surexploité, avec beaucoup de gens qui dorment dans ces différents endroits, avec un scénario jour-nuit assez intéressant à observer. Je vais malheureusement devoir aller assez vite sur la fin, mais s'organise une restructuration de ce lieu, un projet qui est sans argent, sans autorisation, avec juste des équipes bénévoles, autour de la restructuration d'une nouvelle colonne, qui est une colonne vertébrale, disons, avec évacuation des eaux usées et alimentation en eau potable, où on vient au fur et à mesure, étage par étage, remettre des salles de bain sur cette nouvelle colonne, étant donné que le problème principal était celui donc, de l'infiltration d'eau d'étage en étage. Pour nous, ces chantiers tous les vendredis ont beaucoup d'importance parce qu'en fait, ils nous permettent de travailler avec des gens qu'on n'aurait sans doute jamais croisés, des retraités un peu hyperactifs qui ont envie de s'occuper, des étudiants qui ont envie de sentir du concret, des habitants qui en fait s'inventent comme nous, hein, peintres, électriciens ou autres. Et c'est surtout l'occasion de réparer, on va te dire que nous en fait on considère ce lieu un peu comme on y va chaque semaine, il y a un peu cette image de c'est comme si on venait rendre visite à un vieil ami en fait qui serait un peu fragile, un peu malade, et en fait dont il faudrait penser les plaies petit à petit collectivement pour en faire un lieu hospitalier tout simplement en fait qui permet du coup à des gens de trouver une halte pour le temps qui leur est nécessaire afin de se reconstruire et d'aller vers ensuite un schéma peut-être plus classique dans le logement social. Une fois les papiers reçu. Du coup, la fin, je vais complètement... on a loupé un truc, mais c'est pas grave, je vais aller... c'est que pour nous mettre la question du prendre soin par l'architecture, donc c'est prendre soin donc, de la considération en regardant ces fameux espaces délaissés, en fait, où on juge qu'aujourd'hui, les acteurs de la ville n'agissent plus sur ce terrain-là, donc en considérant à la fois un territoire et bien sûr ses habitants. Et en fait, nous, c'est une vision qu'on a de se dire que l'architecture, en fait, c'est un outil, c'est-à-dire que ce serait de se dire comment est-ce qu'on pourrait bâtir un abri qui serait manquant pour l'épanouissement d'une initiative habitante ou associative existante. Voilà. Alors je vais vite demander s'il y a des questions de précision, pas les questions de débat. Les débats on va les garder pour la fin, on va écouter les trois conférences, mais s'il y a des précisions, on peut vite les prendre. Non, tout était clair. Ah oui, Thomas. Est-ce qu'on peut retrouver le film sur Internet? Pas pour le moment. Non. En fait, Voilà. on organise des projections pour le moment et ensuite il sera disponible. S'il y a un cinéma à Clermont-Ferrand qui est prêt à le diffuser, on est prêt à revenir. Merci à tous les deux. Et donc maintenant, on donne la parole à Pierre Bouilleul. Et son intervention s'intitule « De quoi la reconnaissance de la vulnérabilité d'un territoire invite-t-elle à prendre soin ?» Du coup, je voulais vous parler d'une situation de projet dans laquelle j'étais impliqué au sein de l'agence ANMA, dans le cadre d'une recherche en CIFRE, et donc pour laquelle l'agence accompagne la collectivité de Saint-Nazaire à se projeter sur un territoire en grande proximité du centre-ville et de la gare, secteur constitué de petites activités productives dont les sols sont quasiment tous artificialisés, et ce secteur a récemment été reconnu comme vulnérable au risque de submersion marine. Donc je propose de m'arrêter sur une scène de travail prise comme une table de négociation afin de voir comment les acteurs en présence se projettent leur installation urbaine future sur un territoire soumis à un risque naturel majeur. Je vais essayer de voir comment cette scène qui réunit des acteurs institutionnels et des concepteurs cristallise des tensions, des relations, et j'essaie de la prendre comme point de départ d'une enquête ethnographique à partir de laquelle j'essaie de reconstituer l'histoire de toutes les entités mobilisées lors de cet atelier et de leur interdépendance. Donc on parle de plus en plus d'un tournant légal terrestre,
on assisterait à des modifications du périmètre du sujet de droit humain et à l'émergence encore imparfaite des sujets de droit non humain, auparavant classés comme objets de droit. Les nouvelles connaissances scientifiques et technologiques troublent les contours du sujet de droit humain, état de mort cérébrale, vie anténatale, prothèse de corps, identité numérique ou encore droit des générations futures, troublent les frontières entre sujet et objet de droit. L'atteinte portée par nos modes de production à l'environnement fait des non-humains des victimes de nos consommations. Tous les jours, on plaide au nom des animaux, des végétaux, des écosystèmes. Pourtant, rares sont ceux qui énoncent la nature comme un sujet de droit, comme le fait la Constitution équatorienne ou la Nouvelle-Zélande qui a voté en 2017 une loi reconnaissant aux fleuves une personnalité juridique, ou encore comme le travail du Parlement de Loire depuis 2010. Pourtant, en de nombreuses occurrences, le juge traite certaines entités de la biodiversité comme sujet de droit. Par exemple, sous la pression d'associations de protection des animaux, la reconnaissance du bien-être et l'affectivité des poules s'incarnent dans la construction juridique qui vient élargir leur cage et leur redonner de la litière. La reconnaissance de la vulnérabilité de ce territoire, traduit juridiquement par la mise en place du plan de prévention des risques littoraux et la définition d'une zone rouge, zone sur laquelle on ne peut plus construire, peut s'interpréter comme la reconnaissance à la vague, son droit de s'épandre sur les côtes et ainsi comme sujet de droit. À partir d'une enquête sur une scène de travail entre des institutions et les concepteurs, je propose d'articuler cette communication en 3 temps, d'épier le processus de reconnaissance de la vulnérabilité de ce territoire, pour voir ensuite comment cette reconnaissance déplace les pratiques architecturales et urbaines, et enfin pour ouvrir sur de nouvelles formes d'attention que la vulnérabilité d'un territoire à la submersion marine engage. Donc, la rencontre commence par une lecture du secteur par l'équipe de projet, constituée d'activités artisanales, de maisons individuelles, d'un foncier ferroviaire déclassé et de bâtiments désaffectés. Les sols de ce secteur sont quasi tous artificialisés. Donc voilà le secteur, j'ai pas précisé, donc du coup, sont présents autour de la table les concepteurs, la maîtrise d'ouvrage donc avec les membres de la collectivité et la direction départementale des territoires de la mer, qui est la représentante de l'État au département par l'intermédiaire des préfets. Donc il s'agit d'un territoire littoral qui n'était constitué de quelques centaines de maisons jusqu'au XIXe siècle, qui étaient construites sur des buttes rocheuses pour se protéger des inondations. Des terres fertiles autour des hameaux étaient cultivées et un système de marais haut et bas permettait d'adapter l'élevage à la gestion des crues. La circulation de l'eau était moins contrainte, un va-et-vient se faisait entre l'océan, la Loire et le marais de Brière. À partir de 1855, ce territoire change profondément avec la construction d'une voie ferrée, puis en 1862 avec la construction du port et de plusieurs bassins dédiés aux chantiers navals, transformant les équilibres paysagers de ce marais inondable. Saint-Nazaire est l'une des villes les plus touchées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, à cause notamment de son rôle stratégique avec son port et ses chantiers navals. Et en 1855, la gare est déplacée et construite sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, sorte de dernière couche sédimentaire sur ses sols. Il s'agit donc d'un secteur fortement anthropisé, et en rehaussant les sols, le port et les voies ferrées ont constitué des digues coupant artificiellement le lien hydraulique entre la Loire et le marais. Aujourd'hui considéré en déprise par la collectivité, il connaît une urbanisation discontinue, un maillage peu fonctionnel, des bâtiments vacants qui n'ont aujourd'hui plus d'usage. Mais il est identifié comme un secteur à fort potentiel avec un foncier en partie maîtrisé qui pourrait avoir un rôle clé en devenant un secteur charnière pour l'entrée d'agglomération. Je cite l'appel d'offres au moment de la commande de la collectivité. Ce secteur a donc fait l'objet depuis 2005 d'une zone d'aménagement différée qui a permis à la collectivité d'avoir un droit de préemption sur les ventes immobilières. Et donc elle a progressivement acquis du foncier sur ce secteur. Et en 2009, entre 2009 et 2015, plusieurs projets urbains sont étudiés.
Néanmoins, ces digues ne constituent pas une rupture lors de phénomènes climatiques exceptionnels comme la tempête Xynthia qui frappa la côte atlantique en 2010 et qui a fait 53 morts et 79 blessés en France. Interrogeant la politique d'aménagement du littoral français et plus largement celle de l'ensemble des zones inondables du territoire, Xynthia va être l'occasion de faire le procès de la politique de gestion des risques et celui de la décentralisation. De fait sociétal, la catastrophe s'est métamorphosée en problème public. L'État va s'attacher à promouvoir la résilience comme fondement d'une nouvelle culture du risque. En rupture avec la logique précédente, les solutions retenues privilégient ainsi la préparation et la responsabilisation de la société civile au travers d'un ensemble de mesures destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. En résulte donc notamment le PPRL, le plan de prévention des risques littoraux, qui a été prescrit en 2010 et approuvé en 2016 sur ce secteur. Mais aussi une succession de lois entre 2014 et 2018 qui transfèrent un certain nombre de compétences de l'État vers les collectivités, notamment l'entretien des digues. Donc l'État, à travers cette nouvelle culture du risque, encadre tout en responsabilisant les collectivités dans un même mouvement. Les projets d'aménagement de la collectivité deviennent alors obsolètes, mais la volonté politique de faire muter ce territoire demeure. Des intérêts contradictoires se mettent en place entre l'État et la collectivité. De cette tension s'en naître un compromis, une zone de requalification dérogatoire sur base des projets urbains passés, afin de pouvoir imaginer une requalification urbaine respectant l'esprit du règlement du PPRL. Donc le droit à la vague de s'épandre sur la côte à travers le dispositif juridique zone rouge, interdisant la construction et l'habitation, est alors remis en question, impliquant une négociation de cette future cohabitation architecture vague à travers des scénarios prospectifs de quartiers résilients à l'horizon 2040. Donc faisant référence à un précédent atelier, l'architecte urbaniste a alors recours à la parole d'un élu qui reconnaissait l'inquiétude des habitants et formulait la nécessité de développer une vision qui rassure. Il nous disait « J'ai récemment rencontré des Briérons, donc qui sont les habitants du marais de Brière, qui m'ont montré plusieurs cartes de submersion marine possibles et des scénarios de montée des eaux. J'ai senti de vraies anxiétés partagées. J'ai senti de vraies anxiétés, concernant les risques d'inondation. Il y avait une émotion partagée, palpable. Il faut retravailler la ville pour qu'elle ne soit pas anxiogène, nous disait-il. Il nous dit donc c'est s'appuyer sur la gestion du risque de submersion est plus que pertinent, c'est une obligation morale. Et il nous appelait d'un besoin d'une belle histoire à raconter pour répondre à cette anxiété partagée. Et il nous disait que cette étude portait la possibilité de raconter une histoire entre la ville et le marais à travers le paysage. Et donc l'équipe est sélectionnée en 2019 et sur un projet qui entend révéler la structuration ancienne du paysage comme support d'un projet résilient et allier une gestion du risque et valorisation de nouveaux usages. L'équipe propose donc un projet urbain autour d'une machine hydraulique qui serait transparente aux vagues de submersion et permettrait d'accueillir les eaux de pluie du centre-ville. Le projet entend faire rentrer le marais jusqu'au centre-ville afin de retrouver la continuité écologique perdue lors de la construction du port et des voies ferroviaires. Les futurs logements s'implanteraient en lisière de cette machine hydraulique, au plus proche du socle rocheux. Afin de respecter le règlement du PPRL et protéger les biens et les personnes en cas de submersion, le nouveau quartier s'installera sur des pilotis afin que le niveau habitable soit au-dessus des plus hautes eaux connues, soit Xynthia, augmenté de 60 cm, soit l'élévation moyenne envisagée par le GIEC d'ici 2100. Tous les logements doivent aussi être évacuables au moment de la submersion vers ce niveau X+60 à l'aide de passerelles. À la suite de la présentation de projet, l'un des membres du service du cycle de l'eau de la collectivité réagit. Le manque de connaissances quant à la capacité du marais à recevoir les eaux de pluie du centre-ville et celles liées à la submersion marine les met dans une difficulté opérationnelle extrêmement forte. Un second agent s'inquiète quant à elle du passage des eaux au niveau du boulevard de l'Atlantique parce qu'on sait aujourd'hui que l'eau ne passe pas parce qu'il n'y a pas de pente.
L'agent demande alors une étude hydraulique complémentaire réalisée par un tiers et met en garde sur les longues discussions nécessaires avec le syndicat du bassin versant du Brivet, en charge de la protection des usages et des écosystèmes du Marais. Quelques mois auparavant, le cycle de l'eau a mis en place son schéma de gestion des eaux, dont le projet présenté aujourd'hui remet en question les stratégies développées. On voit qu'il y a 2 registres de méfiance qui sont alors exposés. Le nécessaire recours à une modélisation scientifique par un tiers, pour savoir si le Marais a la capacité d'accepter ces nouvelles eaux, et le recours à un savoir expérientiel. Ici, l'eau ne passe pas. Une discussion s'installe entre la DDTM et l'équipe de projet autour de 2 dispositifs architecturaux. Les passerelles d'évacuation et l'usage des rez-de-chaussée. L'architecte propose d'imaginer des passerelles légères, non accessibles aux véhicules de secours, afin d'éviter un urbaniste moderniste de dalle qui a créé des dégâts en termes de qualité urbaine. Demande qui sera finalement acceptée par la DDTM. L'équipe souhaitant faire profiter aux habitants des rez-de-chaussée libérés par les pilotis, elle propose plusieurs usages possibles: stationnement de voitures, espace de stockage partagé, espace collectif. Sur ce point, la DDTM est très réticente. Faire la démonstration qu'on diminue la vulnérabilité des biens avec cette proposition sera compliqué au vu de la brutalité de ce type d'événement. En effet, la vague de submersion dont la probabilité aujourd'hui de s'épandre sur le secteur est d'1 fois tous les 5 ans pourrait être multipliée par 25 d'ici 2100. L'un des agents explique alors la contrainte assurantielle qu'engagent des stationnements de véhicules en rez-de-chaussée. Lorsqu'il y a une inondation, on a un système aujourd'hui qui fonctionne avec la caisse centrale de réassurance, qui fournit les arrêtés de catastrophes naturelles et donc le remboursement des biens. S'il y avait eu un second Xynthia l'année suivante, cela n'aurait pas été possible. Au regard de la multiplication des zones inondables, ce système mutualiste et coopératif ne pourra pas perdurer. À travers la mise en place des PPRL ayant pour objectif de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes sur les territoires à risque, les DDTM doivent prendre en compte et négocier avec les stratégies assurantielles dans un contexte d'accélération néolibérale et de nouveaux régimes climatiques. En effet, au-delà du bilan humain, les dommages liés aux inondations coûtent entre 650 et 800 millions d'euros par an. Au-delà des stratégies assurantielles, cette projection à l'horizon 2040 se heurte à un anachronisme des récits et des enjeux, entre l'échelle d'un quinquennat évaluant les opérations urbaines à partir d'un équilibre économique et celle d'un nouveau régime climatique dont les conséquences sont encore difficilement mesurables, mais dont la prévention s'inscrit institutionnellement, il semble y avoir un écart. Redonner de l'espace à la vague pour s'épandre sur ce territoire en renaturant des parcelles construites, dont le foncier est déjà partiellement acquis par la collectivité, rend aujourd'hui l'opération extrêmement déficitaire et importable par la collectivité. Qui a les moyens de financer ces espaces redonnés à la vague? Les déplacements qui s'opèrent en droit, la nature comme sujet de droit, produisent des déplacements aussi en économie, ou en tout cas des expérimentations, des propositions, comme le fait Camille de Toledo dans son article « Faut-il rémunérer la nature pour son travail ?» Et il propose de poursuivre le tournant légal terrestre dans le champ économique, où il dit « Si nos sociétés ont le courage de donner le statut de sujet de droit à des écosystèmes, des milieux, des espèces animales et végétales, mais aussi à des processus naturels, capture de carbone, pollinisation, cycle de l'eau, alors ces sujets de droit émergents pourraient également demander des revenus pour le travail qu'ils accomplissent. » On voit bien comment des déplacements s'opèrent dans différentes disciplines. Je ne dis pas que c'est... Enfin, je dis juste que voilà, je ne sais pas quoi penser de cette... Il y a des critiques qui sont autour de la financiarisation de la nature, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne piste, mais en tout cas, c'est en débat. Donc pour moi, cette expérimentation visuelle qui accompagne le récit ethnographique permet de rendre visible la complexité des trajectoires des humains autour de cette table. Elle permet aussi de montrer que la vague de submersion, ce n'est pas que de l'eau, c'est un ensemble de dispositifs institutionnels et naturels, et comment aussi ces dispositifs institutionnels affectent les récits du territoire à travers les débats qui se construisent. Et donc je voulais ouvrir sur une nouvelle forme d'attention que pourrait engager ce nouveau régime climatique. En tout cas, la récente reconnaissance de la vulnérabilité de ce territoire déplace les pratiques architecturales dans plusieurs sens, à mon sens. D'abord, elle accélère l'obsolescence des projets imaginés il n'y a même pas 10 ans.
Face à ce nouveau régime climatique, la peur des habitants déplace la commande des représentants politiques sur les attendus de cette étude, avec l'urgente nécessité d'un récit urbain renouvelé qui rassure. Enquêtant sur les origines de la vulnérabilité de ce territoire, les concepteurs interrogent les histoires géologiques, hydrauliques et humaines de ces territoires. Donc il y a un élargissement aussi temporel et des disciplines. Donc ce que j'ai pas dit dans l'équipe de conception, c'est qu'il y a un hydraulicien, donc un hydrologue, des programmistes et des architectes urbanistes. Pas d'écologues malheureusement. Et que cette compréhension du territoire, elle produit des effets sur les formes architecturales et urbaines, donc les passerelles d'évacuation, la surélévation des niveaux habitables, sur la nature des espaces publics, habités en lisière d'un marais, et sur la place de la biodiversité du végétal, et donc des réflexions autour des écosystèmes humides. Ce nouveau régime climatique met en crise la manière dont nous concevons notre place dans la biosphère et nos relations avec le non-humain. Pour reprendre les mots de Baptiste Morisot, on traverse une crise de sensibilité aux hôtes terrestres qui font ce milieu. Et donc ça renvoie aux travaux de Descola qui montrent que le dualisme, que ce qu'on a philosophiquement converti en nature, est une cosmologie relative, géographiquement limitée et récente, dans laquelle ce type de réflexion essaye de se déplacer. Et j'avais envie d'ouvrir sur John Tronto, j'ai l'impression qu'il est tout au long de cette journée, qui, dans son article Care architecture du Caire, Caring Architecture, appelle à transformer l'intention architecturale en ne considérant plus les bâtiments comme des choses, mais comme un tissu de relations, dans le temps et dans l'espace, avec un environnement, des individus, une faune et une flore. Et elle prévient que cette architecture du ménagement varie selon la décision de chaque communauté constitutive du nous. Ce dont on se soucie détermine le type de société que nous constituons. Il s'agit là donc d'une question de pouvoir et de volonté politique, décider de qui, de quoi et comment prendre soin, et hautement controversée, nous prévient-elle, lesquels besoins doivent être prioritaires. Et donc j'avais envie d'ouvrir sur ces questions qui sont quelles personnes sont concernées, et des personnes en tout cas qui peuvent être des humains, des non-humains, des vivants, sont concernés par les gestes architecturaux et urbains. Qui est-ce que le projet implique, pas seulement aujourd'hui, mais dans quelle trajectoire il est pris, et qui le projet inquiétera-t-il demain? Qui participe aux décisions, quand et dans quelles conditions ces entités inquiétées participent au processus de délibération? Quelle place au savoir expérientiel, profane, entre guillemets, dans des processus institutionnels? Mais aussi, on sait que le projet est une activité de qualification, de requalification, mais aussi elle disqualifie. Qu'est-ce qu'en requalifiant, elle peut disqualifier? Voilà, j'avais envie d'ouvrir là-dessus. Alors, même chose, est-ce qu'il y a des questions de précision pour Pierre avant de passer à Justine? Oui. J'aimerais bien demander quel est le nom du quartier en question. Alluard-Gauthier. Alluard-Gauthier, c'est le quartier de gare à côté de la gare. D'autres questions de précision? Alors, on enchaîne avec Justine. Et donc, Justine, ton intervention, ça situe le Caire comme prospective de ville plus égalitaire. J'ai dit quoi? Perspective. C'est deux tables rondes d'affilée. Je me suis déjà présentée, ça c'est fait. J'étais oubliée de dire que donc, je fais partie du laboratoire _ architecture. Ah oui. Ah, pardon. Merci.
Donc voilà, je voulais juste rappeler que je fais partie du laboratoire Underscore d'architecture et politique, avec dans mon comité de thèse mon directeur de thèse, donc Éric Lecoguiec, et puis accompagné de Corinne Luxembourg de Paris-La-Villette et Chloé Salambier de l'UCL, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui a préparé la présentation avec Audrey. Donc voilà, rapidement le plan de ce que je vais vous présenter. Et les architectes du projet en question, comme mise en bouche. Donc pour commencer, j'aimerais rapidement vous présenter ma recherche doctorale en cours. Elle s'intéresse aux questions de genre aux différentes échelles de l'habité, de la fabrique urbaine liégeoise en Belgique. Et elle questionne plus particulièrement la place des femmes et du Caire dans l'évolution socio-historique du projet de Droix. Donc en quelques mots, je reviens également sur l'histoire de ce grand ensemble. Donc cette cité d'habitation moderne à haute densité est imaginée fin des années 40 par un groupe d'architectes humanistes, tous masculins, nommés Égaux, qu'on a pu voir dans la dia précédente. Ceci afin de pallier à la pénurie de logements dont souffre la ville depuis la fin de la guerre, mais également avec une volonté de moderniser son image. Elle propose alors presque 2000 logements et divers équipements dans un vaste espace vert. Depuis les années 90, désolé pour mon belgicisme, ce grand ensemble fait l'objet d'une requalification incluant la réhabilitation d'environ 400 logements et surtout de lourdes démolitions et reconstructions. Annoncé à la fois comme une cité modèle unique en Belgique, puis par les médias et la population comme un quartier ghetto de non-droit, c'est notamment cette ambivalence dans les discours et les imaginaires qui m'ont intriguée et amené à choisir ce quartier comme terrain de recherche. Donc bien que ne remettant pas en question l'inégalité des répartitions des tâches entre les femmes et les hommes, le travail domestique n'a jamais été autant étudié que durant la période moderniste et hygiéniste avec les réflexions tayloristes de la rationalisation du travail en vogue au début du XXe siècle. En questionnant la place des femmes et leur vie quotidienne à Droix, la question du travail reproductif, aussi appelé travail du Caire, est rapidement apparue dans cette recherche. Il sert donc de première porte d'entrée pour questionner le Caire dans ce projet. Une seconde porte d'entrée, elle, s'est ouverte avec la découverte du centre médico-familial et la question du travail du Caire rémunéré. Aujourd'hui, c'est donc sur ce projet plus particulier que j'aimerais revenir. Il peut alors permettre de questionner de manière plus globale le Caire, les pratiques quotidiennes des personnes plus vulnérables et leur rapport à leur environnement. Donc, ma recherche se veut exploratoire, qualitative et inductive. Elle évolue donc au fil de mes découvertes et mélange aussi méthodes d'analyse d'architecture et plutôt ethnographique. Donc la recherche que je vais vous présenter ici est empirique et fraîchement réalisée. J'ai donc tenté de vous restituer au mieux les premiers éléments saillants, croisant extraits d'entretien, des plans d'archives et des photos réalisées chez les habitants et habitantes que j'ai pu rencontrer. Je suis aussi très heureuse d'être à ce colloque aujourd'hui pour pouvoir par la suite lui construire donc des bases plus théoriques, plus solides et une analyse plus fine. Lorsque j'ai voulu démarrer mes observations de terrain à Droix, la crise sanitaire et le confinement sont arrivés. Mes plans étaient donc chamboulés et je me suis d'abord lancée dans une recherche documentaire dans les archives des fonds d'architecture d'Ego, qui sont les architectes du projet, et qui étaient, eux, accessibles. Ma méthodologie est donc itérative. Elle démarre par une recherche documentaire dans diverses archives où je découvre diverses informations que j'essaye de collationner et traiter. C'est sur cette base que je me rends alors en entretien avec divers habitantes et habitants de Droix pour discuter de leur vécu dans le quartier et dans leur logement. Une fois leur récit récolté, je retourne dans les archives trouvées précédemment pour discuter, critiquer, comparer les différents éléments collectés. Donc jusqu'à présent, j'ai eu accès à 3 centres d'archives différents qui sont apparus nécessaires au fur et à mesure de ma recherche pour trouver des informations complémentaires ou manquantes. Et voici un bref aperçu des différentes étapes auxquelles j'ai été amenée pour ces archives. Mais j'en viens au document clé de cette recherche, puisque c'est avec celui-ci que tout a démarré. Donc au milieu de différents boîtes d'archives et plans de logement, je suis tombée sur ce plan atypique, sans cartouche, qui m'a intriguée. On peut d'abord y observer 2 grands cercles de 3 mètres de diamètre. À côté de ces cercles se trouvent de grands rectangles où il était indiqué PA. Je n'avais alors aucune idée de ce dont il s'agissait.
Mais en fouillant dans cette boîte d'archives, je trouve d'autres plans et une photo à noter. C'est comme ça que je découvre que PA signifie poumon d'acier. Ce gros tube métallique inventé en 1920 sert d'assistance respiratoire et a longtemps été la seule solution pour aider les malades de la polio avec des problèmes respiratoires. Ici sur les plans, les différents étages des appartements sont adaptés pour permettre l'accès à des chaises roulantes et amener les poumons d'acier pour les patients paralysés avec des problèmes respiratoires. En découvrant et en lisant des rapports annexes au plan, je comprends alors que ces adaptations de logement font partie d'un home care plan plus large réalisé en partenariat avec l'hôpital universitaire de Bavière, voisin au grand ensemble de Droix. Celui-ci s'est spécialisé dans le traitement de la polio et accueille une quinzaine de malades chroniques avec un état stabilisé mais qui exigent une assistance respiratoire, et en particulier des poumons d'acier. Ceux-ci occupent la moitié des lits de service et immobilisent un personnel de soins spécialisé qui est alors nombreux. Il est alors jugé que cette situation est insatisfaisante du point de vue humain, familial, social, mais aussi économique. Ces malades méritent donc mieux que de vivre toute leur vie dans une chambre d'hôpital. C'est comme ça que le projet de Home Care Plan vise à sortir les malades du milieu hospitalier et à les intégrer au mieux à une vie de quartier en proposant un hébergement aux familles des victimes de la polio, accompagnées d'une surveillance médicale étroite. Le nouveau quartier de Droix, qui est en pleine construction depuis quelques années, dans les années 60, s'impose rapidement comme l'endroit idéal pour accueillir ce projet car il est situé seulement à 1 km de Bavière. Différents acteurs se rassemblent alors pour participer à ce projet, la faculté de médecine de Liège, la ville de Liège, la société coopérative La Maison Liégeoise, qui est la société de logement social propriétaire de Droix à cette époque-là, et aussi la commission d'assistance publique et l'Institut national du logement, donc toute une série d'acteurs. Alors d'abord, ces plans ont été observés par simple curiosité puisque je ne voyais pas trop comment ils pouvaient m'interpeller par la question du genre, mais c'est en lisant un rapport qui expliquait l'importance donc de redonner des logements adaptés à ces familles et de les réintégrer dans des villes, car les familles problématiques visées étaient surtout des femmes handicapées dont leur mari ne voulait pas s'occuper d'elles, ou alors la problématique des femmes qui auraient un emploi et qui ne savaient alors pas s'occuper de leur enfant ou de leur mari malade. Et donc pour pallier à ces problèmes, un service de nursing par des infirmières et des aides ménagères, donc encore des femmes, est assuré dans ces logements adaptés. Donc cet équipement assez spécifique du grand ensemble est assez peu connu et passe inaperçu dans la littérature concernant le projet de Droix, mais on peut le voir ici sur la vue aérienne. Et voilà, ce projet est donc lancé en 1962 avec la création d'une association Revivre chez soi qui pour s'occuper de la gestion de ce projet aux multiples acteurs. Le quartier de Droix est alors en pleine construction, on peut voir les tours en fond de plan, et 3 tours de logements voisines sont en plus adaptées sur un niveau pour aussi accueillir des logements adaptés. La première pierre du centre, elle est déposée en 1969 et il sera enfin inauguré en 1971. Le bâtiment proposé se développe alors sur 4 niveaux avec une implantation en U autour d'un patio central avec au rez des fonctions plus communes. Et là, dans un petit extrait de l'architecte qui rappelle donc cette volonté de vraiment proposer un bâtiment et des logements qui s'éloignent au plus possible d'un aspect hôpital. Donc après ces découvertes dans les archives, j'ai fait une série d'entretiens qui m'ont permis de comprendre l'évolution de ces dispositifs et de découvrir l'actualité de la vie de quelques droixiens et droixiennes. Alors j'ai d'abord réalisé des entretiens auprès de 5 habitantes qui étaient quasi toutes anciennement des concierges, donc on peut aussi appeler caretaker. Et puis finalement j'ai pu rencontrer donc trois occupants et occupantes de l'association Revivre chez soi, qui existe toujours. Et donc, ces 3 entretiens-là ont duré plus de 8 heures, avec 5 rencontres en tout, puisque c'est des gens ce sont des personnes assez seules, qui sont très contentes d'avoir de la visite, et donc, même si je me suis beaucoup questionnée, et que ce n'est pas encore réglé sur comment je peux prendre soin de ces personnes, et comment restituer au mieux leur histoire, voilà, le temps que je leur donnais était la première condition, en tout cas pour les rendez-vous avec eux. Et voilà, donc dans tous ces habitants et habitantes, ils ont au moins vécu à Droix entre 20 et 40 ans, et ils ont entre 60 et 91 ans.
Donc pour chaque entretien, que ce soit pour les habitantes ou pour les occupants de l'ESBL Revivre chez soi, ce sont les trajectoires résidentielles, pourquoi et donc comment ces personnes sont arrivées à Droix, la place du soin donné et reçu aux 3 échelles spatiales du logement, des communs et du grand ensemble qui ont été questionnés. Alors ici, la présentation d'un tableau récapitulatif qui n'est pas très récapitulatif, que je ne vous présenterai pas en détail, donc où j'ai pu nommer mes interviewés par Robert, René et Raoul. Bien sûr, ce sont des noms d'emprunt, mais ils avaient toutes la même lettre. J'ai décidé de continuer ce jeu-là. Voilà, où c'est vrai que comparé à mes interviews avec les habitantes, il y avait des questions un peu plus spécifiques, donc sur le soin, sur vraiment leur situation avant d'arriver au logement. Et puis, il y a eu ce centre médico-familial n'existe plus aujourd'hui, il a été démoli, ça je vous l'ai pas encore dit. Et donc il y a eu un déménagement qui s'est fait juste avant le début de la crise Covid, donc en février 2020. Et donc c'est aussi tout ce déménagement que j'ai questionné avec eux. Et donc mes entretiens à la base sont semi-directifs et ils questionnent donc les éléments dont je viens de vous parler. Mais au vu de la complexité des vies de ces personnes rencontrées et leur envie de me raconter leur parcours en détail, ces entretiens sont presque devenus aussi des entretiens par récit de vie. Et donc au vu des nombreuses similarités apparues, je me suis permise d'en faire une première schématisation très rapide. Donc voilà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour mes interviewés René, Robert et Raoul, que j'ai renommés pour l'occasion, ils ont tous donc subi un traumatisme lié à la contraction de la polio ou d'un accident de la route. Tous les 3 ont dû séjourner à l'hôpital de Bavière, minimum pendant 2 ans. Et quand ils sont rentrés chez eux, soit chez leurs parents, soit dans leur maison, celle-ci est rapidement apparue comme non adaptée, avec de nombreux escaliers à franchir, ou une rue très pentue, ou encore des parents qui finalement sont vieillissants et n'arrivent plus à pouvoir les aider comme il se doit. Donc c'est sous les conseils chaque fois d'un médecin avec qui ils étaient en contact, qui avait aussi participé, donc qui faisait partie de Bavière et qui avait participé au projet Home Care Plan, qu'ils finissent, qu'on leur conseille donc de s'installer au Murlet. Donc ce centre médico-familial est prénommé ainsi. Et donc au départ, ils arrivent tous là, toutes et tous là en famille, avec souvent une mère, parfois un père, une frère ou une sœur. Et puis souvent il y a un fiancé ou une fiancée qui arrive dans l'histoire, mais après donc les parents partent de l'appartement. Généralement on rachète ou on retrouve un appartement pour la famille à proximité vraiment de ce centre médico-familial, donc souvent c'est dans l'immeuble d'en face. Et puis finalement il y a une séparation, donc ils se retrouvent seuls dans ce logement, avec donc un déménagement à faire dans des nouveaux logements au début du Covid. Et donc ce déménagement plus ce confinement ont vraiment diminué les visites qu'ils pouvaient avoir et vraiment augmenté la solitude qu'ils peuvent connaître aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit résumé avec des photos qu'on a pu me donner, qui ne sont pas toutes de bonne qualité. Mais donc, suite au dépouillement, dans les archives des plans de Droix complétés avec une série d'entretiens, avec les anciens et anciennes occupants des Murlets, une série de dispositifs spatiaux attentifs au care et aux soins donnés et reçus ont été répertoriés. Donc ici, je ne vous présenterai pas l'ensemble de ceux-ci, et le travail est toujours en cours. Après 9 heures d'entretien et des milliers de phrases avec plein d'éléments intéressants, c'est assez difficile de pouvoir faire un choix, mais donc voilà, je me suis arrêtée sur les éléments qui me paraissaient les plus importants à vous présenter aujourd'hui. Et donc ce travail est toujours en cours, il doit encore être approfondi et poursuivi, mais voici donc une première sélection d'éléments relevés aux 3 échelles spatiales du logement, des communs et du quartier. Alors, ici, on peut voir, donc j'ai chaque fois essayé de mettre à échelle, de nouveau aussi un petit peu en bricolage, collage, les plans chaque fois donc des anciens logements dans lesquels ils habitaient et puis leur nouveau logement, pour mettre en évidence, après en couleur, des éléments qui revenaient de façon récurrente, comme la cuisine, les rangements, une grande terrasse, une salle de bain, 3 chambres dans le premier logement qui deviennent 2 chambres en déménageant. Donc c'est vrai qu'ils ont chaque fois eu la chance, même si au fil du temps, même si leur famille avait diminué,
On leur a toujours laissé leur appartement 3 chambres quand ils étaient au centre médico-familial. Et donc en déménageant, on leur a diminué aussi leur nombre de chambres. Et donc voilà, j'aimerais revenir sur un premier élément qui est les balcons, dont ils parlent tous énormément. Donc on peut voir la vue actuelle qui est là, et puis celle qu'on pouvait remarquer par avant. Alors ces balcons avaient cette particularité donc d'être accessibles depuis la chambre du malade et depuis le séjour. Il est également accessible pour les poumons d'acier, heureusement. Les personnes moi, que j'ai pu interviewer n'en avaient pas besoin. Et donc voilà, je vous ai mis aussi des petits extraits que j'ai pu récolter, où voilà, on sent la nostalgie avec ce patio qui avait l'air magnifique, fleuri, avec des oiseaux qui chantent, une vue, prendre l'air qui était très important, vu que ce sont des personnes qui ont difficile de se déplacer et donc qui étaient très heureuses de pouvoir être à l'extérieur sans bouger de chez eux, et qui perdent ça dans les nouveaux logements qui malheureusement, eux, n'ont pas de balcon. Alors ici, on est dans l'échelle au niveau des barres de logement. Et je voulais remettre en évidence, donc, à nouveau, les logements adaptés. Les logements adaptés, donc, dans l'ancien centre, qui évidemment, eux, l'ensemble des logements est adapté. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que dans cette nouvelle barre de logement, on a décidé de faire des appartements mixtes. Donc il y a des logements adaptés et des logements dits normaux pour voilà, justement prôner la mixité et ne pas stigmatiser ces personnes-là. Le discours officiel, ce serait le discours officiel, l'officieux, je ne sais pas si on aurait mis encore autant de sous pour créer le même centre qui était devenu vétuste et apparemment trop cher à rénover. Et alors en rouge, vous pouvez voir donc les circulations, qui est un peu particulière vu que les ascenseurs dans l'ancien centre étaient très grandes, avec un espace aussi pour les brancards. Alors en rouge, aux extrémités claires, vous pouvez voir ces troisième chambres, qui étaient donc importantes pour eux. Et alors même ici, au niveau du bas, une chambre pour les invités, sur laquelle je reviens juste ici. Donc en effet, il y a comme deuxième élément, après les balcons, il y a une pièce à soi. Donc alors de deux parts, donc, comme je vous racontais, cette troisième chambre qui était très importante pour eux parce qu'elle permettait dans la deuxième d'avoir des invités ou de la famille qui venaient régulièrement, et puis vraiment d'avoir une pièce à eux. Alors là, je vous montre pourquoi ce nounours et cette chaise, parce qu'en fait, Robert, lui, a pris des cours du soir en ébénisterie et la maison liégeoise avait accepté qu'il installe carrément dans cette troisième chambre son atelier d'ébénisterie. Donc là, il était très fier de montrer sa chaise style 18e liégeois qu'il avait réalisé lui-même, qui était dans son nouvel appartement, mais où bien sûr, il n'avait plus la place pour avoir cet atelier qu'il pouvait avoir dans son ancien appartement. Et puis alors, juste au-dessus, une chambre donc pour les visiteurs. Donc on voit qu'on s'occupe des occupants, mais on s'occupe aussi de leurs invités, puisque évidemment les trajets n'étaient pas toujours simples pour les familles qui n'habitaient pas trop près. Et donc à chaque extrémité, donc à chaque étage, si je reviens par avant, une chambre pour invités à part des logements était prévue, parce que apparemment ça gênait certains aussi d'être dans une intimité trop proche quand il s'agissait de dormir avec les invités. Donc une pièce à part, une chambre d'appoint était possible. Alors, après, je reviens ici sur la cuisine. On en a un petit peu parlé. Alors, ce qui était assez drôle, c'est que les premières choses qu'ils m'ont expliqué, c'est que leur ancienne cuisine, comme on voit sur le plan du bas, était équipée d'armoires spécialement étudiées à leur hauteur. On voit un schéma de l'Institut national du logement avant, qui avait fait une vraie étude où les portes étaient carrément inclinées. Donc, le centre médico-familial s'en inspirait. Donc ces armoires étaient là de base, avec évier, un plan de travail. Dans leur nouveau logement, ils n'avaient plus qu'un évier. Et apparemment, donc Robert m'explique avoir fait le tour chez Ikea, mais pas d'armoire à ces dimensions-là spécifiques. Et donc finalement, ils ont tous fini par démonter les anciennes armoires du centre médico-familial en déménageant pour les réinstaller donc dans leur tout nouveau et beau logement. Donc ces armoires qui avaient plus de 50 ans, au final, fonctionnaient toujours très bien. Et donc, voilà, récupération de matériaux fonctionne très bien, mais c'est eux qui y ont pensé, c'est pas les architectes ou la SBL qui a mis ça en place, malheureusement. Pour l'échelle des communs, je vais essayer de faire rapidement.
Donc ici les plans raies pour montrer aussi la différence donc, du centre médico-familial à l'époque et la structure qu'il proposait et puis à quoi il a été réduit dans sa nouvelle fonction où en fait on avait donc des chambres individuelles, tout un service médical puisque il y avait vraiment des salles de kiné, des salles de bain spécifiques et puis surtout en rose ce que je montre c'est une grande salle polyvalente avec aussi un réfectoire et une cuisine qui pouvaient servir pour divers événements. Et puis en fait, tous ces éléments disparaissent dans cette nouvelle barre de logement où on a juste les bureaux administratifs de l'ASBL Revivre chez soi, mais où il n'y a plus du tout de place pour le communautaire. Et donc c'est ça que je voulais montrer, donc, parce que dans les souvenirs et dans les restitutions de paroles des interviewés et des interviewés, voilà, il y avait ces grandes salles polyvalentes où ils pouvaient tous se retrouver souvent une fois par mois. C'était pas tous les jours, mais elles servaient à la fois de salle de rééducation, donc c'était l'occasion, je ne sais plus, c'est René qui explique qu'elle donnait rendez-vous à ses copines là-bas à la même heure pour avoir une occasion de se retrouver et de se papoter. C'était une salle où une fois par mois il y avait des spectacles qui étaient organisés et alors aussi un journal, un objet important qui était le journal des Amis de la Polio qui était créé là-bas, assemblé et donc c'était vraiment une activité qui servait d'excuse pour chaque fois tous se rassembler là-bas. Et à l'échelle du quartier, je vous remonte simplement rapidement du coup donc ce centre médico-familial à l'époque en rouge avec en rose sur le plan les barres de logement qui avaient un niveau adapté. On peut voir la nostalgie puisque évidemment j'y suis pas venue avant, mais vous avez une école, de nombreux commerces au pied des barres qui ont disparu avec les démolitions et la transformation du quartier. Donc avant un parc avec des commerces locaux où même si malheureusement ils n'étaient pas adaptés aux chaises roulantes, la proximité faisait qu'avec un appel, on leur préparait leurs colis, ils pouvaient les récupérer dehors et tout se passait bien. Mais voilà, avec toutes les démolitions du quartier, cette notion de proximité, elle a été détruite et donc ils ont fait leurs courses en supermarché où ils ont demandé à des aides familiales de les faire pour eux parce qu'ils n'avaient plus ces commerces de proximité près d'eux. Et donc voilà, pour vous donner l'idée de tous les bars qui ont été démolis aujourd'hui. En rose ici en bas, donc ici les anciens murlets qui ont été démolis et la nouvelle barre de logement qui comprend la petite partie avec les logements adaptés qu'on peut voir ici, donc avec les murlets auparavant et cette nouvelle zone dans cette grande barre de logement où on retrouve des logements adaptés. Et donc ça m'amène à vous faire part de quelques perspectives. Tout d'abord, donc je voulais revenir sur le fait de prendre soin de l'histoire, prendre soin du vécu et de l'expertise des usagers et des usagères, et plus particulièrement donc des personnes plus vulnérables, souvent oubliées ou mises de côté. Souvent elles sont locataires, mais elles sont très ancrées au territoire, à leur quartier, car que ce soit autant pour les habitants et habitantes des Murlets que pour mes habitantes de Droix, ils sont tous là depuis minimum 30 ans. Cela nous invite aussi donc à prendre soin des territoires populaires, comme l'énonçait ce matin Fabienne Brugère, vu qu'on se retrouve avec la particularité d'un grand ensemble qui accueillait 100% de logements sociaux. Et donc le CARE peut aussi être envisagé comme une perspective féministe dans mon cas, avec des éléments marquants que je retrouve dans les paroles des habitants des Murlets et qui croisent les caractéristiques proposées d'un logement dit féministe, comme l'importance de la mémoire et de connaître l'histoire, l'importance d'une échelle de proximité et de l'accessibilité, l'importance de la proximité d'équipements et de commerce, l'importance d'avoir des lieux de rassemblement communautaires pour créer une dynamique résidentielle et où la question de la non-mixité est aussi très importante, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, mais donc en fait ils sont très tristes et ils sont pas du tout convaincus de cette mixité de logement, parce qu'avant ils osaient se rencontrer, ils s'entraidaient, ils savaient qu'ils étaient entre eux, qu'aussi n'étaient pas jugés, et bon évidemment le Covid n'a pas aidé, mais depuis ils ne savent même plus où habitent les gens, ils ont moins de visites parce qu'ils sont moins facilement aussi repérables pour les personnes extérieures, et donc on ne vient plus les voir, et eux vu qu'il n'y a plus d'espace communautaire, ils ne se voient même plus entre eux. Donc en fait, voilà, René me disait que les personnes non valides ne pouvaient pas comprendre les personnes non valides, mais que parfois ça fait du bien d'être juste entre eux. Et donc voilà, ça me rappelait ces questions de non-mixité qu'on peut avoir dans les approches intersectionnelles féministes. Et puis l'importance d'avoir une chambre, une pièce à soi, et aussi l'importance d'avoir un espace extérieur et privatif.
Donc voilà, ce ne sont encore que quelques pistes à cette étape du travail, mais ce sont mes premières réflexions. Merci. Des questions de précision pour Justine? Oui. Oui, mais ça je ne l'ai pas dit, c'était Non, alors les ascenseurs sont très petits et même une chaise roulante où les jambes doivent être tendues à l'avant ne passe plus. Donc ils expliquaient un peu l'idiotie que donc, si quelqu'un même faisait un petit malaise et devait simplement être couché, il fallait directement appeler les pompiers et faire venir une nacelle. Donc ça, je ne suis pas revenue dessus sur les parties communautaires, mais aussi c'était pour montrer, voilà, maintenant on a des zigzags avec vraiment un tout petit couloir. J'avais des photos où tous les murs sont déjà griffés avec les chaises roulantes qui passent pas du tout. Ça fonctionne pas, les parlophones, rien à la bonne hauteur. Et voilà, donc c'est vrai, circulation trop étroite, ascenseur trop petit, les parlophones qui ne fonctionnent pas. Et je me souviens donc que Robert, pardon, je retrouve les noms de substitution, que Robert me racontait qu'il était assez fâché et qu'il ne comprenait pas comment ces architectes n'avaient même pas pensé à aller mesurer, à prendre les dimensions des choses qui étaient bien pensées dans l'ancien centre, vu qu'à l'époque où ça a été construit, il n'était pas encore démoli, et donc c'était là, juste à côté. Donc c'est ça que je parlais de prendre soin de l'histoire aussi, et de ce qui était là, parce qu'il y avait des choses qui avaient été très fortement pensées à l'époque, parce qu'elles faisaient partie aussi d'un plan national avec la réadaptation des logements pour les grands handicapés. Et c'est vrai que tout ça s'oublie un peu, et au final c'était juste à côté d'eux, et on aurait pu récupérer, que ce soit les armoires de cuisine, les bonnes mesures, et ça n'a pas été fait. Merci. Donc maintenant on va ouvrir le débat croisé entre ces trois propositions, trois interventions très différentes les unes des autres, par les échelles architecturales, les échelles de projets qu'elles investissent, que ce soit, comme on vient de le voir avec Justine, des histoires de logement, d'habitation, de quartier, de proximité, ou avec Pierre des histoires de transformation à l'échelle de l'urbain, ou transformation à l'échelle aussi des territoires littoraux, ou alors la question du logement social et des espaces communs, collectifs qui l'accompagnent. Donc les situations de projet, les situations architecturales qui sont proposées sont très différentes. Mais comme vous avez vu dans ces trois approches, en tant qu'architecte et chercheur, moi je trouve qu'il y a quand même un point commun assez fort, c'est leur manière de vouloir densifier les histoires, de prendre le temps de documenter, de relever les spécificités de chacune des situations pour, comme tu l'as dit, prendre soin de ce qui pourra leur succéder. Donc j'ouvre, et à vous, le débat et les questions croisées. Ouais, moi, ce que j'ai noté dans vos trois interventions, c'est que, enfin, notamment surtout la dernière, mais les trois c'est valable, c'est que en fait, il y a un certain rapport à la norme qui, parce que je sais pas quelles étaient les normes à l'époque de la construction initiale, mais j'imagine qu'elles étaient moins, comment dire, dures pour les PMR qu'aujourd'hui, et finalement on se retrouve dans une situation inverse. Et donc c'est comme si la norme nous rendait bêtes dans un sens. Et ça, je pense que c'était valable aussi, enfin chez Saga également et chez toi aussi. Mais j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là, en fait, sur ce que vous pensez du rapport à la norme vis-à-vis du cas. J'ai juste un élément de réponse qui me... C'est ce rapport entre une règle qui est nationale, ou en tout cas une logique de réglementation, et qui, atterrissant sur un sol particulier, avec des histoires, des trajectoires particulières, mais en fait il y a des tensions qui naissent, des compromis, et donc oui, c'est ça qui était saisissant pour moi, et en tout cas dans cet atelier, il y a l'État qui est présent, la collectivité, et donc qui ont... Voilà, l'un garant d'une règle, d'un principe, et l'autre pris dans des histoires qui sont à la fois économiques, politiques, d'engagement, humaines. Voilà. Enfin, du coup, c'est un élément de réponse. En tout cas, c'est un rapport à la norme, en tout cas entre la norme et le sol, quoi. Il y a une espèce de qui était marquant dans ma situation.
Moi, je veux bien revenir. C'est vrai que la norme, on le voit avec le bâtiment ici des Murlets qui n'a pas pu être sauvegardé parce que amiante, parce que rénovation trop lourde. Mais c'est vrai que ça se voyait surtout aussi toutes ces normes technicistes qui, dans les interviews que j'ai pu faire pour les logements qui ont été, les logements sociaux chez les habitantes qui ont été rénovés, avec toutes ces normes d'isolation, justement, de gaines double flux qu'il a fallu rajouter. Les ascenseurs aussi, là, à nouveau, les gaines doivent être revues. On remet une cage d'ascenseur. Et en fait, pour l'anecdote, depuis, les ascenseurs sont trop petits pour pouvoir déménager avec ces meubles. Alors qu'avant, ils avaient été prévus aux bonnes dimensions. Et donc apparemment, à Droax, il y a des gens qui veulent déménager depuis 20 ans, mais vu qu'ils ont des logements sociaux et des faibles revenus, ils n'ont pas l'argent pour payer un lift. Et donc, ils restent là-bas. Parce que tout simplement, ils ne savent plus passer leurs meubles dans un ascenseur. Donc ça montre bien aussi à quel point parfois... Les choses peuvent, donc en tant qu'architecte, je pense qu'il faut vraiment pouvoir se poser la question de comment est-ce qu'on peut contourner ou détourner justement ces normes pour ne pas qu'elles pâtissent sur les projets et surtout peut-être des projets de rénovation et voilà, qu'on sache jouer, qu'on sache détourner parce que c'est vrai que parfois ça amoindrit le projet alors qu'on va amener plus de qualité. Là aussi, toutes les gaines augmentées ont par exemple supprimé pas mal de rangements intégrés chez les personnes dans les appartements et qui disaient je préférerais faire de l'aération moi-même en ouvrant ma fenêtre que de ne plus avoir de KGB pour ranger mon aspirateur. Enfin voilà. Je pense pour compléter ce que tu dis, nous on a eu la chance du coup de travailler en Afrique du Sud, en tout cas sur un lieu où finalement la norme était très peu présente. Parce que c'était un espace complètement délaissé par les politiques publiques et qui se construit un peu de manière auto-construite. Et du coup, en fait, il est accepté, même par la mairie, qu'on construise du temporaire. Et du coup, il y a une acceptation du temporaire, comme on n'a pas vraiment besoin de répondre à toutes les normes, c'est plutôt une question de bon sens sur des questions évidemment structurelles, etc. Et du coup, ça a été un champ un peu de liberté en tant qu'architecte qui était assez fructueux. Et c'est vrai qu'on aimerait aussi pouvoir le transposer dans d'autres contextes. Et je pense, c'est ce que disait Justine sur la norme, il faut continuer à la questionner. Je pense qu'on est au premier rang pour le faire, quoi. Voilà. Merci. Je me demandais, surtout dans le dernier exemple, justement sur le centre des Murlets, il y a certes la question de la norme, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport à l'histoire et au fait que, au moment où s'est fait le quartier, il y a eu peut-être un vrai dialogue entre l'hôpital et puis le centre qui était en train de se construire, et donc une meilleure prise en compte du sujet des besoins, du sujet de besoin. Alors que finalement, dans ce qui se fait aujourd'hui, aussi eu égard à ce que devient notre société, il y a une plus grande justement fermeture de tous les domaines. L'hôpital se ferme sur lui-même, les habitats se ferment aussi sur eux-mêmes, donc il n'y a pas d'interdépendance, il n'y a pas d'interconnexion. Est-ce que dans ce qui a été refait, là, il y a eu un dialogue justement avec l'hôpital ou pas du tout? Alors ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que cet hôpital de Bavière, en 85, il a déménagé pour s'installer sur les hauteurs dans l'université au campus à l'américaine, donc plus en centre-ville, et justement sur les hauteurs au vert. Et donc ça a aussi commencé à démanteler même l'organisation du centre médico-familial, parce que tous les médecins qui étaient là au rez-de-chaussée et faisaient des permanences, ont déménagé. Et donc ce ré, il a été transformé au fil du temps en maison de repos, parce qu'il n'y avait plus justement ces malades temporaires qui étaient au ré, qui n'étaient pas les mêmes que ceux des appartements. Et alors, ça c'est je dois creuser encore ces dits-là, mais dans mes interviewés, ils m'ont aussi raconté qu'en fait, ils ont carrément été oubliés, puisque dans le déménagement, donc il y a eu ce nouveau logement qui est construit, qui est un espèce de macrolot où il va y avoir toute une série de logements, dont une petite partie où il y a des logements adaptés, mais apparemment, on s'en est rendu compte très tard, on les avait oubliés, et donc on les a recasés dans le projet, et c'est aussi dû à ça que
que la zone administrative aurait est si ridicule parce qu'apparemment elle a été recasée dans un ancien couloir où on a refait des petits bureaux. Mais c'est vrai que le directeur m'avait plus ou moins raconté la même chose, mais il faut que j'investigue. Qui a oublié? Je ne sais pas. Comment est-ce possible? Je ne sais pas non plus. Ça, c'est les prochaines recherches. Mais oui, ça monte bien. Alors que moi, ce fait-là, il m'a aussi très fort interpellée parce qu'on était en pleine crise Covid. Et donc l'histoire de ces gens anciens polio qui ont connu un virus, une épidémie, enfin, je suis assez surprise que ça n'aille pas plus questionner les gens ou raisonner à toutes ces personnes, surtout durant cette période. Mais voilà, apparemment ça n'a pas été le cas. Merci. Oui, l'une des autres dimensions que j'ai relevées dans vos 3 exposés, c'est le récit. Et mon oreille a été réquisitionnée par cette réflexion d'un élu. Donc si je comprends bien, à un moment, c'est un élu qui emploie ce terme-là. Et du coup, je me suis rendu compte que dans vos 3 exposés, cette dimension-là, elle était très importante. Hein. Je me rappelle à propos du nom même du quartier en Afrique du Sud, hein, où la personne que dans le film revient sur le nom de ce militant, voilà. Et dans le dernier cas qu'on a vu, la notion de récit, c'est pas simplement dans votre méthodologie de recherche, mais c'est visiblement, enfin, c'est au cœur aussi de votre réflexion, mais aussi du projet, quoi. Enfin, et du coup, je me posais la question du lien entre cette dimension du récit et puis le prendre soin en général. C'est-à-dire que peut-être souvent ou parfois de façon un peu superficielle, on pense que le récit, ça vient en plus. Enfin, c'est bon. Et il me semble que dans les exemples que vous avez développés, il n'est pas en plus le récit. Il fait vraiment partie et de la vie des gens qui vous intéressent et de votre propre réflexion sur les projets que vous développez. Voilà, donc c'est juste cette question-là du lien entre prendre soin et récit sur lesquels, si vous le souhaitez, vous pourriez, ça serait sympa de nous dire comment vous voyez ça de façon pas forcément ultra théorique, mais peut-être de façon générale, quoi. Oui, je pense que ça me fait penser justement à cette petite phrase qu'on a mis au tout début de notre exposé sur la question de la considération, en fait. Et en fait, je pense que c'est un exercice qui, cette question du récit, qui nous aide en fait beaucoup dans la compréhension en fait des enjeux de ce qu'on a sous les yeux. Je pense que c'est à la fois un outil pour nous-mêmes, tout autant que c'est un outil pour en fait mettre sur la table des sujets qui ont trop longtemps été oubliés ou effacés ou juste qu'on n'a pas voulu ni les voir ni les entendre. Et je pense que c'est important en fait, nous on le voit vraiment comme de cette manière de se comprendre justement mutuellement par en fait aussi, parce que la question du récit ça passe par des moments très simples en fait de s'asseoir, de partager un moment, de partager un café, des choses qui sont très usuelles, très de la banalité. Et je pense que c'est ça en fait effectivement qui sont souvent les points de départ de ce qu'on a envie de faire. Et donc nécessairement c'est là où la question du temps est hyper importante pour justement prendre le temps d'écouter, de regarder, puis derrière de le relater et de le faire partager à un grand nombre le plus possible, quoi. Maintenant, c'est vrai que j'en pensais à cette notion du temps et prendre soin des personnes, déjà les écouter, prendre le temps de les écouter et puis de les réécouter. Moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette présentation pour ça parce que je me suis forcée, je me suis dit si je ne le refais pas maintenant, je ne réécouterai jamais ces 9 heures d'interview et je vais les réécouter. Et donc, il faut en reprenant note. Mais après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tellement d'infos que justement, comment est-ce qu'on rend tout ça, comment est-ce qu'on rend tous ces récits. Et donc moi c'est ça que c'était une première recherche. J'ai d'abord dessiné, j'ai vu d'ailleurs des très belles présentations, que ce soit toi dans ton récit évolutif avec les couches qui se rajoutent ou vous avec vos portraits, puis les plans, etc. qui m'inspirent. Et c'est une vraie question de comment avec le dessin, comment avec le récit on peut rendre compte au mieux de ce qu'on apprend, de ce qu'on recherche.
Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai voulu absolument remettre des extraits des habitants, en me forçant d'aller chaque fois retrouver les photos d'aujourd'hui, les photos d'avant, pour rendre compte au mieux. Mais il y avait encore tellement d'histoires que c'est vrai que le choix est difficile, et c'est une question qui subsiste de comment rendre tout ça. C'est pour ça que le schéma aussi de la trajectoire résidentielle était là, pour essayer de justement synthétiser tout ça, mais c'est une vraie question actuelle que je me pose encore. Et avec des outils d'architecture, si possible, comment est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de tout ça? Ouais, ça rejoint ce que tu dis, c'est aussi avoir des récits graphiques et des récits ethnographiques, ou en tout cas avec des méthodes d'enregistrement, de retranscription, de thématiser, et d'essayer aussi de faire des liens avec la cartographie. Enfin, c'est vraiment des outils ou de bricolage où petit à petit des choses apparaissent et disparaissent. Et, enfin, voilà, c'est plutôt comme un outil de travail, vraiment. Ouais, et pour vous, le film est magique aussi pour ça? Ça a été, en fait, on a eu vraiment la même question que toi, parce qu'au bout de 3 ans, on a quand même accumulé un paquet de récits, et du coup, on a commencé par faire une espèce de blog. En fait, on ne trouvait pas la forme pour restituer ces choses-là, parce qu'on ne voulait pas trop couper. Enfin, forcément, quand nous, on relit ce récit, on choisit ce qu'on a envie d'entendre. Et du coup, finalement, après le blog, après l'idée d'écrire un petit article, on s'est dit, mais en fait, peut-être le film, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est la parole directement. Alors évidemment, il y a du montage, on fait des choix, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce qu'entre le moment simple qu'on passe, boire un café, etc., et comment on le retranscrit, on est un peu démunis des fois. Je peux réagir aussi. Parce que la question de la forme du récit et donc finalement des manières de raconter une histoire, ça peut penser à une expression proverbiale qui a été reprise par Isabelle Stengers et qui dit « Dis-moi comment tu racontes, je te dirai l'histoire de quoi tu participes ». Et c'est vrai que là, par rapport au choix de la forme du récit qui est fait, que ce soit le documentaire, la cartographie performée, on sent qu'il y a une adresse, il y a une volonté de construire un devenir à ces territoires ou à ces milieux urbains. Mais il y avait une autre question. Oui, moi c'est très court. Je voulais aussi rebondir sur la question du diagnostic, en fait, qui apparaît au final maintenant comme une phase où notamment les architectes, urbanistes, paysagistes vont s'emparer de plus en plus, notamment avec les questions de rénovation, de copropriété, etc. Et du coup, je trouve que ça tombe... tout ce que vous fabriquez tombe aussi là-dedans, et c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Oui, je peux intervenir une seconde, pas trop long. Non, c'est parce que je voudrais revenir sur cette histoire du récit qui est quand même extrêmement fondamentale, je crois. Et je vais toujours revenir à mon expérience. Dans Europan, les concurrents ils répondent avec 3 panneaux et un cahier, et c'est pas beaucoup par rapport à des projets complexes, des histoires urbano-architecturales, mais aussi des histoires sociales. Et on voit apparaître de plus en plus, et les architectes eux-mêmes font les dessins, des bandes dessinées, notamment dans le cahier d'accompagnement, qui expliquent à travers une histoire toute la complexité, et mettent en scène l'évolution ils mettent en scène, mais souvent ils mettent en scène à partir de la parole des habitants, mais après ils peuvent réinterpréter pour expliquer comment ils voient l'évolution et leur vision du changement. Mais ce qui est intéressant par le récit, c'est que ça leur donne la parole à des acteurs, et c'est pas souvent les architectes. Bien sûr, ils peuvent s'insérer dans le récit, mais ça permet de prendre soin des gens, et c'est quand même quelque chose qui est, je crois, une évolution, et qu'elle est assez intéressante parce qu'elle permet aussi une communication aux autres. C'est pas juste un travail c'est déjà important de recueillir la parole, mais je pense que c'était marrant parce que par rapport à votre histoire très triste que vous nous racontez là, et puis alors à chaque fois il y avait un nouvel épisode un peu plus difficile pour ces pauvres handicapés. Et je dis pas du tout ça avec ironie, mais beaucoup de compassion, on peut dire. Et je trouve que je me disais, mais il faudrait écrire un roman, quoi. C'était vraiment une histoire qu'on les a oubliés, c'est vraiment une histoire tellement incroyable, et en même temps
pour leur vie quotidienne qui est rendue très difficile. Donc, mais je trouve que là, c'est une autre forme de récit. C'est un récit pour restituer une maltraitance, un manque de care vis-à-vis d'eux. Mais à chaque fois, enfin, moi, je trouve que l'architecture, elle a de plus en plus besoin de passer aussi pour montrer, alors ça se fait, c'est peut-être pas nouveau complètement, mais c'est pas des visions utopistes, c'est des projections quand même dans un futur qui est relativement... Et ces formes, bon, il peut y en avoir des multiples. Je ne dis pas que le film n'est pas quelque chose d'intéressant, mais c'est plus simple à regarder une bande dessinée que de visionner un film, je trouve. Et donc, voilà, mais à travers dans votre travail aussi sur le processus, dans le travail à Saint-Nazaire, c'est vrai que c'était un peu difficile de temps en temps de vous suivre avec vos schémas. C'est bien, mais je me disais, il y a des moments où ça pourrait être transcrit dans un récit beaucoup plus... Parce que c'est un récit aussi, c'est une histoire, et aussi votre regard sur un processus. Je ne sais pas si tous les acteurs auraient la même vision. Enfin bref, je veux pas... mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a intégré maintenant dans notre pratique, parce que, notamment sur les projets qui sont plus urbains, qui entraînent plein d'acteurs, qui entraînent... Et c'est une manière aussi de rendre appropriables des processus qui peuvent être complexes. Mais derrière la première histoire, enfin l'histoire des gens poliomyélites, il y a aussi, enfin, c'est aussi une histoire, quoi. La seule chose, c'est que la conclusion, quand vous dites les outils, j'ai pas compris quand vous disiez il faudrait qu'on utilise des outils architecturaux. Je trouve que vous auriez d'autres outils que, par exemple, littéraires ou qui seraient appropriés par rapport à la manière dont vous abordez votre recherche. C'est vrai. Je ne sais pas encore si j'ai la plume, mais je la testerai, à mon avis. Pour ça, bon, sans du tout prétendre pouvoir y arriver un jour, mais le livre d'Alexis Zimmer sur le brouillard toxique m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai lu le livre, mais pas encore sa thèse, donc justement je vais voir comment je peux faire le passage l'un à l'autre éventuel. Oui, on arrête que ce promis. Merci à tous les quatre. Et on se retrouve dans combien de temps, Chris? Un quart d'heure. Merci.